Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode qui est le tout dernier que j'enregistre ici en Australie. C'est la dernière fois, pour le moment en tout cas, que vous entendrez peut-être en fond les cacatoès. La prochaine fois ce sera sans doute les pigeons parce qu'on retourne en Europe, on retourne s'installer en Espagne pour quelques années. Donc c'est assez excitant. Et bon voilà pour les news un peu perso. Pour le sujet du jour, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de comment l'estime de soi impacte les relations que l'on a avec les autres. Et surtout comment une faible estime de soi les affecte bien sûr négativement. L'estime de soi, petit rappel, parce qu'on peut avoir tendance à confondre avec la confiance en soi, l'estime de soi, ça se réfère généralement à la façon dont on se voit, la façon dont on pense de nous-mêmes, à la valeur qu'on s'accorde en tant que personne. En gros, c'est le jugement global qu'on porte sur soi-même. Et quand on pense à une personne qui a une faible estime d'elle, souvent on pense à une personne qui se dévalorise, qui a tendance à se rabaisser, qui croit pas trop en elle. Mais en réalité, le fait d'avoir une faible estime de soi, c'est pas toujours hyper évident à repérer. Et en réalité, pour beaucoup de personnes, et ça a été mon cas, elles n'ont pas conscience qu'elles ont une faible estime d'elles. Ou en tout cas, elles ont conscience des signes, elles ont conscience des manifestations, mais sans forcément relier ça à une faible estime de soi. Ou bien pour certaines personnes, elles voient qu'elles s'estiment pas énormément, mais elles n'ont pas forcément conscience de l'impact que ça peut avoir sur leur quotidien. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet particulièrement intéressant d'aborder avec vous aujourd'hui, parce que peut-être que vous allez reconnaître des comportements que vous avez, des signes, que ça va vous faire tilt, que vous allez vous dire mais tiens, mais en fait moi je fais ça, et peut-être pouvoir voir que c'est probablement lié à une faible estime de vous, un manque d'estime de vous. Et donc cette faible estime de soi, elle nous affecte nous-mêmes à un niveau personnel, même intérieur. On peut avoir tendance, lorsqu'on a une faible estime de soi, à avoir pas mal de pensées négatives sur soi-même, à régulièrement se sentir pas assez bien, pas à la hauteur, pas assez beau, pas assez belle, pas assez aimable. Et alors bon, tout le monde se dit ça parfois, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est si c'est récurrent, si c'est trop souvent. Un autre signe, c'est de beaucoup douter de soi, ou c'est d'être vraiment dur envers soi-même, d'avoir tendance à se juger, à s'autocritiquer dès qu'on fait un truc mal ou un truc pas assez bien, d'être assez exigeant envers soi-même alors qu'on peut être tout à fait bienveillant avec les autres. Et du coup, on a beaucoup de mal à se sentir fier de soi, à se sentir satisfait ou satisfaite dans son travail, par exemple, parce qu'on a tendance à porter vachement d'attention à nos échecs, à nos erreurs, à ce qu'on ne fait pas bien, plutôt qu'à nos réussites. On peut avoir du mal à recevoir les compliments, on peut avoir tendance à se comparer aux autres, à se dire que les autres sont meilleurs que nous, à se sentir inférieur aux autres, tout simplement. Et puis souvent, lorsqu'on a une faible estime de soi, on a hyper peur de l'échec, on a hyper peur de faire des erreurs, on a peur de mal faire, en fait, de ne pas y arriver. Et du coup, on peut avoir tendance à éviter, à fuir certains défis, certaines opportunités, que ce soit professionnelles, que ce soit amoureuses. La nouveauté, le changement en général peut être source d'angoisse. Et puis quand on a une faible estime de soi, on a hyper peur de la critique, on a hyper peur du jugement des autres. On peut avoir tendance à être perfectionniste aussi, on peut avoir tendance à avoir une espèce d'indécision chronique, parce que justement on a excessivement peur de se tromper. On peut aussi souffrir de pas mal de ruminations, voilà, on tourne des trucs en boucle dans notre tête, on peut avoir tendance à être un peu plus pessimiste, à être plus stressé, plus angoissé, plus susceptible. Donc voilà, la faible estime de soi, elle a un énorme impact, elle affecte nos pensées, nos émotions, nos comportements. Et clairement, et moi c'est ce que j'ai vécu, elle peut nous gâcher la vie sans qu'on s'en rende vraiment compte, sans qu'on fasse le lien avec ça. Moi, dans mon cas, j'avais pas forcément conscience que j'avais une faible estime de moi parce que je réussissais plutôt bien à l'école, j'ai réussi à obtenir un bon diplôme, j'avais des jobs plutôt chouettes et donc tant que je réussissais, ben je me sentais pas mal avec moi-même. Par contre, dès que ça n'allait pas, alors là, j'en mettais plein la figure et là, bah, tous les signes que je vous décrivais juste avant ressortaient. Mais tant qu'on réussit, tant qu'on n'est pas critiqué, tant qu'on n'échoue pas, finalement, l'estime de soi peut être faible, mais elle peut être masquée. Et donc, on peut ne pas en avoir conscience. Et puis, cette faible estime de soi, elle a aussi clairement un impact sur nos relations avec les autres. Parce que la faible estime de soi, elle vient avec tout un tas de peurs, la peur de ne pas être apprécié, les cacatoès.
Et encore là, ils sont loin, 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 mais ils crient tellement fort qu'on les entend. Bref, quand on a une faible estime de soi, quand on a un jugement plutôt négatif sur soi, en général, consciemment ou inconsciemment bien sûr, on va avoir très peur de ne pas être apprécié, de décevoir, d'être critiqué, parce que si on me critique, ça va peut-être venir confirmer les choses pas très sympas que je pense à propos de moi et que peut-être en fait je suis pas assez bien. On va avoir peur d'être rejeté, on va avoir peur du conflit. Et puis on va avoir tout un tas de croyances, d'insécurité, de pensées négatives sur soi, sur ce qu'on mérite ou pas, qui forcément vont venir impacter ma manière de percevoir les situations, ce qui va impacter mes émotions et puis la manière dont je me comporte. Et justement, ce que je veux vous partager aujourd'hui, ce sont différents comportements que peut-être vous avez et qui viennent justement de cette faible estime de soi et qui génèrent des déséquilibres dans la relation, qui génèrent des frustrations, qui génèrent des malentendus, qui génèrent de la rancœur, qui génèrent des problèmes non résolus qui finissent par exploser à un moment ou qui finissent par mettre de la distance avec l'autre. Et puis bien sûr, quoi faire, parce que vous savez que je vous laisse jamais sans quelques clés à la fin. Et on va parler de tout type de relations, que ce soit relations professionnelles, amicales, amoureuses. Et il se peut que vous ayez des comportements similaires dans toutes ces sphères-là, ou peut-être dans une en particulier. Et puis ce podcast va être aussi intéressant pour vous si peut-être vous avez quelqu'un autour de vous qui adopte ces comportements pour comprendre un petit peu mieux ce qui se cache derrière. Parce que quand on est, je pense à un partenaire de vie, quand on a sa moitié qui a certaines réactions qu'on ne comprend pas, ça peut être vraiment déstabilisant et ça peut être aussi fatigant. Donc j'espère que ce podcast vous aidera à comprendre aussi certains comportements. Donc commençons de suite. Comment le fait d'avoir une faible estime de vous impacte vos relations? Quand on a une faible estime de soi et qu'on ne porte pas forcément un jugement très positif sur nous, ben, on veut être plutôt apprécié, plutôt bien perçu. On a un peu ce besoin de validation. Et donc, en parallèle, on a vraiment peur d'être critiqué, d'être rejeté. Et pour éviter que ça se produise, on va adapter tout un tas de comportements, de réactions qui peuvent créer de gros déséquilibres dans la relation. Par exemple, on peut avoir tendance à faire passer les besoins, les envies, les objectifs des autres avant les nôtres. On peut avoir tendance à vouloir faire plaisir, à vouloir aider les autres, à ne pas oser dire non. Par contre, soi-même, on va avoir beaucoup de mal à demander de l'aide parce qu'on a peur d'alourdir l'autre, on a peur de l'embêter. Idem, quand il s'agit de prendre des décisions, on va plutôt dire oh bah, comme tu veux, ça m'est égal, ce que tu préfères. On peut avoir tendance à beaucoup s'excuser, à beaucoup se blâmer, à prendre la faute sur soi et à s'excuser pour tout et rien. Et puis surtout, quand on a cette peur d'être critiqué ou d'être rejeté, on peut ne pas oser être totalement soi-même. On va s'adapter à l'autre, mais malheureusement parfois se suradapter, se changer pour correspondre aux attentes des autres. Et le problème, c'est que petit à petit, on peut perdre notre identité. Et moi, j'ai plein de clientes qui ont fait ça toute leur vie et qui aujourd'hui me disent mais je ne sais plus qui je suis. Et ça, c'est vraiment dur quand on a fonctionné toute sa vie en fonction du regard des autres. On peut finir par se perdre et perdre notre identité. Et puis, quand on s'adapte beaucoup, bah, c'est fatigant quand même de pas oser être soi-même, de scruter l'autre et ce qu'il attend. Ça nous met dans un espèce d'état de tension permanent. Et puis, bah, mine de rien, on manque quand même d'authenticité, on manque d'honnêteté dans la relation. Et bien sûr, ça crée un déséquilibre dans la relation. Parce que quand je sacrifie mes envies, quand je sacrifie mes besoins pour l'autre, ben, ces besoins, ils ne sont pas satisfaits. Et donc, ça peut générer de la frustration, ça peut générer un mal-être, je vais pas être bien dans cette relation. Ou en tout cas, au début, je vais accepter, et puis au fur et à mesure, ça va s'accumuler, 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 et puis je vais être de plus en plus mal à l'aise. Je vais peut-être même en vouloir à l'autre, adopter un comportement passif-agressif, ou bien je peux avoir l'impression de donner beaucoup, de pas avoir la même chose en retour, avoir un peu de rancœur, être déçu de l'autre, alors qu'en fait, ben, c'est moi qui suis peut-être dans le trop. Et ce type de fonctionnement, ça fonctionne un temps, mais ça ne fonctionne pas toujours. Mais j'ai assisté plusieurs fois, parmi les personnes que j'accompagne, à des amitiés très longues, des amitiés de longue date, qui se terminaient parce que bah, justement, il y avait un réel déséquilibre dans la relation et ma cliente, elle était toujours, soutenante, présente, à l'écoute, serviable et puis en retour, elle n'avait pas forcément ça et elle n'avait pas forcément l'amitié qu'elle recherchait, mais comme elle voulait absolument être approuvée, être aimée, conserver cette amitié parce que briser le lien, c'était plus douloureux, ben, elle l'acceptait. Sauf qu'en gagnant un petit peu en estime de soi et puis surtout à force, au fil des années d'être déçue par l'autre, ben, elle commence à se rendre compte que cette amitié finalement lui apporte pas ce qu'elle souhaite. Là, il y a 2 options, soit je commence à partager mes besoins, j'arrête de m'écraser,
je m'affirme un petit peu plus, tout en douceur bien sûr, et la personne en face comprend. Et puis parfois, l'autre, il apprécie d'être dominant ou dominante, et le fait qu'on arrête de s'écraser, ça ne le plaît pas du tout, et la relation se brise. Mais j'ai envie de dire, pour le mieux. Parce que si on ne vous respecte pas, ou tout simplement que ce n'est pas ce que vous attendez d'une relation, tant mieux finalement, et vous aurez, et ça c'est pas toujours simple à le croire, mais je suis sûre que vous trouverez d'autres personnes qui vous correspondent, qui correspondent à vos valeurs et qui vous apporteront la même chose que vous leur apportez. Ou en tout cas, parce qu'on peut être complémentaire bien sûr, à la hauteur de ce que vous leur apportez. Donc ça, c'était la première chose. Faire passer vos besoins après, ne pas vous affirmer, ne pas oser dire non, ne pas oser être vous-même, tout ça, ça crée un déséquilibre qui, au bout d'un moment, va vraiment nuire à la relation. Et puis, et ça c'est important, qui nuit à votre estime de vous. Parce que tant que vous ne considérez pas vos besoins comme tout aussi importants que ceux des autres, tant que vous ne vous autorisez pas à être vous-même, ça renvoie le message au cerveau que vous n'êtes pas assez bien, que vous valez peut-être moins que les autres, indirectement que vous ne méritez pas d'être aimé tel que vous êtes. Donc bien sûr, ça va vous maintenir dans ce schéma de faible estime de soi. La deuxième chose, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est la tendance à éviter le conflit. C'est de chercher à éviter à tout prix de contredire l'autre parce que on a peur que si on dit quelque chose, si on n'est pas d'accord avec l'autre, ça va créer des problèmes, que l'autre va moins nous apprécier, qu'il va être déçu, qu'il va peut-être nous juger, que peut-être même on va blesser l'autre. Et du coup, on a peur de faire des vagues, on ne dit rien, on ne veut pas contrarier l'autre, on fait tout pour éviter un potentiel conflit, et je dis bien potentiel, pour préserver la relation, pour préserver l'image que l'autre a de nous, pour préserver le lien, etc. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi, et encore une fois on y revient, mettre de côté vos besoins, vos envies, vos opinions. Et donc ça génère pas mal de frustration, pas mal de rancœur, d'amertume, de colère, un sentiment de ne pas être comprise aussi, du ressentiment. Par exemple, votre manager vous demande de rester après 18h alors que vous êtes censé partir à 18h et vous n'en avez absolument pas envie, mais vous dites oui. Mais vous vous retrouvez frustré, vous vous retrouvez en colère, presque à lui en vouloir à lui, alors que lui il a demandé, mais c'est vous qui n'avez pas dit non. Et quand on garde les choses en soi, ça finit parfois par exploser. Et c'est dommage parce que éviter le conflit à tout prix, ça veut aussi dire ne pas forcément dire les choses, ne pas parler des problèmes. Et donc, si on n'en parle pas, on ne peut pas les résoudre. Si quelque chose vous dérange et que vous ne le dites pas, ou que vous attendez que la personne en face devine, vous pouvez attendre longtemps, en gros. Et c'est en ça que le conflit, il n'est pas du tout mauvais, au contraire, un conflit sain, respectueux, où chacun expose ses idées, où chacun est à l'écoute, ça vous permet, et qui est normal, un conflit c'est normal, on ne peut pas toujours être d'accord, eh bien ça vous permet de résoudre les problèmes, de ne pas laisser les choses moisir, et au contraire de renforcer la relation. Parce que quand on communique pas sur ce dont on a besoin, quand on se dit pas les choses, quand on n'exprime pas nos envies, nos ressentis, ça mène à tout un tas de malentendus, ça mène à tout un tas d'incompréhensions. La relation se base sur des suppositions, sur des interprétations qu'on fait du comportement de l'autre, de ce qu'on imagine que l'autre veut ou pense. Et ça marche pas. On ne peut pas fonctionner comme ça, c'est pas sain. Communiquer avec l'autre, c'est hyper essentiel et pas seulement pour l'aspect logistique des choses. Et là, ça marche pour le couple, mais ça marche pour les autres relations aussi. Je vous donne un exemple sur la relation de couple pour le coup. Si je ressens le besoin de passer du temps seul parce que j'ai besoin de recharger les batteries, mais que j'ose pas le dire à mon partenaire parce que j'ai peur de le blesser, j'ai peur qu'il prenne mal, j'ai peur qu'il pense que je ne sais quoi. Du coup, je ne dis rien, je ne prends pas non plus ce temps pour moi et je me sens juste de mauvaise humeur, je me sens frustrée et ça va créer des tensions, ça va peut-être créer des incompréhensions chez l'autre qui va pas comprendre pourquoi on réagit comme ça. Et ça va sans doute plus le blesser que si je lui dis simplement que j'ai besoin de passer du temps seul. Ça n'a rien à voir avec lui, simplement c'est un besoin que j'ai de temps en temps. J'en ai besoin pour trouver un équilibre. L'autre peut très bien le comprendre. Et même si votre cerveau vous dit que si vous dites les choses, ça va provoquer un conflit, ça va blesser l'autre ou je ne sais quoi, c'est pas forcément vrai et vous pourriez avoir des surprises. Par contre, quand vous gardez les choses pour vous, quand vous évitez le conflit à tout prix, eh bien soit ça va créer des tensions, ça va créer des incompréhensions, vous allez peut-être avoir des réactions défensives ou peut-être des réactions passives-agressives, soit ça va mettre de la distance parce que on n'est pas satisfait de la relation, ou autre possibilité, c'est de finir par exploser. Quand on ne dit pas les choses, on accumule, on prend sur soi. Et puis à un moment donné, on déborde, ça explose, et l'autre, il comprend pas ce qui lui arrive, il comprend pas d'où ça vient, parce qu'il n'a pas tout l'historique de ce que vous avez accumulé en vous. Lui, il voit la situation qui est en jeu maintenant, et il n'a pas forcément compris que toutes les fois d'avant, ça vous dérangeait, ou ça vous énervait, ou ça vous frustrait.
Donc ça, c'est vraiment dévastateur. Et finalement, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'en évitant le conflit, par peur de moins être apprécié, de moins être aimé, par peur de perdre le lien à l'autre, eh ben, c'est exactement ce qu'on crée. C'est sûr, peut-être pas tout de suite, mais à terme, ça vient vraiment flinguer la relation. Donc voilà pour notre deuxième point. Troisième point que je veux aborder avec vous, c'est le fait que quand on manque d'estime de soi, on a tendance à être plus sensible aux remarques des autres, à prendre les choses plus personnellement. On a tendance à plus prendre les remarques comme des critiques, à plus rapidement se sentir attaqué ou rejeté qu'une personne qui a une bonne estime d'elle. Et je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça. Je vous en avais déjà parlé un petit peu dans l'épisode 32 sur l'estime de soi. Je vous disais que j'ai pas toujours eu une estime de moi saine et que pendant longtemps, mon estime de moi s'était construite à partir de la validation extérieure, sur la base des bonnes notes que j'avais quand j'étais gamine, sur mes diplômes, sur mes jobs, sur l'approbation sociale. Et donc, quand je suis partie à l'étranger et que mes bonnes notes, mes diplômes n'avaient plus forcément de valeur, que en rentrant, j'étais un petit peu paumée sur le plan professionnel, que j'avais plus forcément quelque chose à répondre quand on me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'avais plus forcément un truc très intéressant, très valorisant, en tout cas à mes yeux, à partager. Ben, mon estime de moi, elle a vraiment dégringolé parce qu'elle n'était pas basée, elle n'était pas fondée sur une croyance fondamentale que j'ai de la valeur en tant que personne, mais sur des choses extérieures à moi, sur la validation des autres, de la société, à travers des signes de réussite, on va dire. Bref, c'est là où je me suis rendu compte que en réalité, j'avais pas forcément une estime de moi très élevée, mais que j'essayais de la garder à flot avec des réussites, en évitant l'échec, en évitant la critique, etc. Et c'est surtout là où j'ai compris à quel point avoir une estime de soi saine, c'est essentiel pour se sentir bien dans sa vie, c'est essentiel pour se sentir bien dans sa tête, et que j'ai commencé à travailler dessus. Mais malheureusement, ça ne se fait pas en un jour, c'est un processus qui prend du temps. Et une fois, bon, c'était il y a pas mal d'années maintenant, on parlait avec mon partenaire de notre avenir, d'où est-ce qu'on allait s'installer plus tard, sachant que on n'est pas du même continent, qu'on a tous les deux vécu dans plusieurs pays différents, donc on envisageait plein de choses. Et vous savez que plus on a de possibilités et plus c'est compliqué de faire un choix, et d'autant plus quand on est deux. Et donc, à un moment, je lui pose une question, et là, je remarque sa première réaction, qui est de lever un sourcil. Vraiment un micro-mouvement, mais instantanément, j'ai senti mon cœur qui s'accélère, mes joues qui s'enflamment. Et immédiatement, je commence à me dire, oh là là, il est en train de se dire qu'on va pas trouver un terrain d'entente, qu'on veut des choses différentes, que notre relation va pas marcher. Et il a pris quelques secondes pour répondre, comme à son habitude, et j'ai eu le temps de me faire 1000 scénarios. Mais quand finalement il a répondu, clairement, sa réponse était à 1000 lieues des scénarios que je m'étais fait. Et j'ai senti la pression redescendre, et ça m'a vraiment fait tilt. Pourquoi est-ce que ce micro levé de sourcil, que j'aurais pu interpréter de 1000 façons différentes, ou que j'aurais pu ne même pas relever en réalité, pourquoi est-ce que mon cerveau a choisi de l'interpréter comme la marque d'un doute, d'un désaccord, et hop, tout de suite, ça veut dire que ça n'a pas marché entre nous? Pourquoi? Clairement, mon cerveau a interprété en fonction de mes peurs, peur de l'abandon par exemple, de mes insécurités, et j'aurais pas eu cette pensée et cette réaction si j'avais pas interprété de cette manière, si j'avais pas eu cette peur d'être abandonnée, sans doute que j'aurais même pas remarqué ce lever de sourcil. Et c'est ça qu'il se passe quand on manque d'estime de soi. Quand au fond de soi, on pense qu'on n'est pas assez, que peut-être à tout moment l'autre va se rendre compte qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on a très peur de la critique, on va interpréter les choses en fonction de ça. Notre cerveau, il n'aime pas ne pas savoir, il n'aime pas l'ambiguïté. Et donc, quand il y a ambiguïté, quand il n'est pas sûr, il choisit une interprétation. Et ça, on n'a pas le contrôle dessus, on ne le maîtrise pas. Mais ça se produit quand même. Et c'est hyper important d'en avoir conscience. D'avoir conscience que cette interprétation, qui est peut-être pas conforme à la réalité, eh bien, elle va générer en moi des émotions qui, elles, sont bien réelles. L'anxiété que j'ai ressentie tout d'un coup, mon cœur qui s'accélère, tout ça, c'est bien réel. Mais ça se base sur une pensée qui n'est pas forcément vraie. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure de vouloir passer du temps seul. Si mon partenaire me dit qu'il a besoin de temps pour lui, et que je manque d'estime de soi à la base, eh bien je peux rapidement me sentir blessée, me sentir rejetée, me dire qu'il veut plus passer de temps avec moi, qu'il y a un problème dans notre relation, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Et là, ça monte, je commence à me sentir anxieuse, à paniquer, à avoir peur, à être inquiète. Peut-être que quand il va me dire ça, je vais avoir une attitude plutôt défensive, alors que, en réalité, peut-être qu'il a juste eu une semaine, il ou elle, on s'en fiche, a eu une semaine au boulot éprouvante, a besoin de calme, mais en fait ça n'a rien à voir avec moi. Mais d'ailleurs des études l'ont montré
Une personne avec une faible estime de soi a plus de chances de se sentir rejetée. Et je le vois hyper souvent avec des personnes que j'accompagne où elles se sentent rejetées par un comportement qu'a eu l'autre. Mais en fait, quand on creuse, elles se sentent rejetées. Mais c'était pas l'intention de la personne, c'était pas la volonté de la personne de les rejeter. En revanche, elles le vivent comme ça. Et nécessairement, si j'interprète la situation comme ça, si je ressens toutes ces émotions-là, bah, ça va impacter la manière dont je vais me comporter dans le reste de l'interaction. Peut-être, comme je vous le disais, que je vais me mettre sur la défensive, peut-être même que je vais attaquer pour me défendre, peut-être que je vais me justifier, peut-être que je vais mettre de la distance. Et puis l'autre en face va pas forcément comprendre mes réactions, parce que moi je me sens rejetée, mais lui m'a pas rejetée. Et encore une fois, tout ça, c'est pas forcément très bon pour la communication, pour la compréhension mutuelle et pour la relation en elle-même. Et ça marche tout aussi bien au travail en réalité. Parce que quand on a une estime de soi plutôt faible, eh bien on a tendance à prendre le feedback personnellement. Même si c'est un feedback à propos de mon travail, que c'est à propos du rapport que j'ai dû rendre, ou à propos de telle présentation ou de tel email, eh ben, si je manque d'estime de soi, je vais le prendre tout de suite personnellement, me dire que je suis nulle, que la personne doit penser que je suis pas à la hauteur, que je suis pas légitime. Je vais me m'auto-flageller, je vais me sentir hyper mal, je vais me sentir honteuse. Je vais peut-être y penser, même y ruminer dessus pendant plusieurs jours. Donc, c'est pas neutre. Donc ça, c'était le troisième point. On a tendance, quand on manque d'estime de soi, à prendre les choses plus personnellement, à plus facilement se sentir critiqué, jugé, rejeté, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre morale, sur notre estime de nous, justement, et bien sûr sur nos relations avec les autres. Quatrième et dernier point, et après je vous propose différentes clés, c'est que lorsque on a une faible estime de soi, ça peut en tout cas être plus compliqué de créer du lien. Ça peut être sur le plan social, amical, professionnel, ou si vous avez cette impression de ne pas être assez, d'être moins bien, de ne pas être à la hauteur, que vous avez peur d'être critiqué, de vous ridiculiser, bah vous allez sans doute éviter les situations sociales parce que ça vous angoisse, parce que vous avez peur de ne pas être intéressante ou intéressant, parce que vous avez peur d'être gêné, de rougir. Donc finalement, ça va être difficile de créer du lien avec les autres. Et sur le plan amoureux, alors là, c'est aussi un peu le festival. J'aurais tellement de choses à dire, je pense qu'on pourrait faire un épisode que là-dessus. Mais quand on manque d'estime de soi, et c'est important aussi de voir que là, je donne plein d'exemples et que peut-être tout ne va pas vous parler, c'est parce que on peut avoir, il y a différents degrés en réalité d'estime de soi. On peut avoir une estime de soi, bon, un peu fragile, et puis on peut avoir une estime de soi vraiment nulle. Et là, ça peut correspondre à des états de dépression, à des addictions aussi. Donc c'est pas binaire, c'est pas j'ai une bonne estime de moi ou j'ai une faible estime de moi. Il y a bien sûr des degrés. Vous pouvez avoir quelques insécurités ou beaucoup d'insécurités. Et par exemple, sur le plan amoureux, vous pouvez vous demander pourquoi l'autre vous aime, parce que vous-même, vous n'avez pas une grande estime de vous, donc vous vous dites que l'autre, il voit la même chose, et que peut-être que si l'autre voit qui vous êtes vraiment, bah, il va partir. Et là aussi, il y a une étude qui a montré que les personnes qui avaient un niveau d'estime plus bas étaient plus enclins à penser que leur partenaire les percevait aussi négativement que eux se perçoivent. Donc c'est super intéressant. Donc quelles conséquences ça a concrètement le fait d'avoir une faible estime de soi dans une relation amoureuse? Bah, ça peut être avant même de se mettre en relation. On a du mal à faire confiance et donc on peut prendre peur, on peut fuir la relation pour éviter d'être déçu, d'être rejeté. Donc on s'auto-rejette avant même d'avoir essayé. Coucou l'auto-sabotage. Ça peut être aussi pour certaines personnes qui sont en couple de tester l'autre, de provoquer des disputes par exemple. Là aussi, méga auto-sabotage parce que ça risque fort de faire du mal à la relation. L'autre peut même en avoir marre et partir parce que voilà, qu'il y ait toujours des disputes, qu'il y ait toujours des réactions qu'il ne comprend pas en face et des conflits qui sortent de nulle part, bah, ça peut être assez exaspérant. Et on va se retrouver seul, avoir l'impression d'avoir été rejeté, et ça confirme que on me rejette et que je mérite pas d'être aimée, etc., etc. Autre façon dont l'estime de soi, en tout cas la faible estime de soi peut se manifester dans les relations amoureuses, c'est avec beaucoup de jalousie, où on se dit que notre partenaire doit être attiré par d'autres gens, où on a peur que la personne quitte la relation. Donc beaucoup d'insécurité qui mènent à souvent des conflits, des tensions, des disputes, une insatisfaction dans le couple. Donc c'est pas neutre encore une fois. Et puis enfin, pour certaines personnes qui manquent d'estime d'elles, elles vont avoir un besoin constant d'être réassurées, de réassurance, qui peut être vachement fatigant pour l'autre. Ou bien, et ça c'est assez paradoxal, les personnes qui ont une faible estime d'elles peuvent être vachement exigeantes, non seulement avec elles-mêmes, mais avec l'autre.
En fait, il y a les 2 cas de figure. Il y a j'ai une faible estime de moi, donc je pense que je mérite pas mieux et j'accepte peut-être des relations abusives ou des comportements toxiques, par exemple. Et puis en face, il peut y avoir des personnes qui, au contraire, vont être très exigeantes avec la personne qu'elles ont en face d'elles. Pause. Je suis en train de faire le montage et je me rends compte que c'est peut-être pas forcément clair. Je veux pas dire que si vous manquez d'estime de vous, c'est l'un ou l'autre. Bien sûr qu'on peut manquer d'estime de soi et avoir une relation tout à fait saine ou ne se reconnaître dans aucun de ces comportements que je décris dans cet épisode aujourd'hui, parce qu'en fait, il y en a plein, plein, plein. Et là, je décris ceux que je vois le plus souvent et qui, je pense, vous parleront le plus. Revenons à nos moutons. Encore une fois, rien de très bon pour soi et pour la relation. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Alors, déjà, comprendre ces mécanismes, comprendre comment votre faible estime de vous impacte votre relation à vous-même, mais aussi aux autres, c'est hyper important. Ça permet de mieux se comprendre, de mieux comprendre nos réactions, nos émotions, certaines peurs qu'on peut avoir, certains comportements qu'on peut adopter, et puis peut-être certains schémas qu'on répète aussi. Donc lorsque on prend conscience de nos parts d'ombre, de nos fonctionnements, qu'on comprend d'où ça vient, bien sûr ça règle pas le problème, mais ça permet de travailler dessus et ça me permet de prendre un peu de distance avec mes sensations, avec mes émotions. Si j'identifie pas les choses, je peux pas faire ce travail-là. Et dans le cas de mon histoire du fameux sourcil, eh bien le fait d'avoir identifié que j'avais peur de l'abandon, que j'avais cette insécurité, et j'ai compris aussi d'où elle venait, que ça venait vraiment loin, et que là, ce que je ressentais dans le présent, c'était pas en lien avec ce qui se passait vraiment, c'était en lien avec des choses que j'avais ressenties dans le passé, des peurs que j'avais, des insécurités que j'avais, et ça permet vraiment de prendre du recul. Ça m'a permis, quand j'ai eu ce type d'émotion et de réaction qui est revenu, de me dire, attends, c'est... Est-ce que je veux vraiment être abandonnée ou rejetée, ou est-ce que c'est ma peur qui parle et c'est pas forcément ce qui est en train de se jouer dans la réalité? Donc prendre conscience de tout ça, c'est hyper important et j'espère que cet épisode vous aura aidé aussi à prendre conscience, à identifier certaines choses. Et puis la deuxième clé que je veux vous partager, c'est de prendre du recul par rapport à vos perceptions, par rapport à vos interprétations. Le cerveau, c'est un organe génial, mais qui n'est pas infaillible. Déjà, il filtre les informations qu'il reçoit parce qu'il ne peut pas tout traiter. Il y a beaucoup trop de stimuli, beaucoup trop de choses autour de nous. Et typiquement, un exemple de ça, j'en parlais dans le podcast de la semaine dernière sur les croyances limitantes. Un exemple de ça, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est en gros lorsqu'on a tendance à... C'est pas lorsqu'on a tendance, c'est on a tendance, notre cerveau humain a tendance à retenir ce qui va dans notre sens, ce qui va dans le sens de ce qu'on pense, dans le sens de nos croyances, et ignorer ce qui va contre. Donc par exemple, si je pense que tel collègue ne m'apprécie pas et que le matin en me croisant elle me dit pas bonjour, je vais me dire bah oui mais c'est parce qu'elle me déteste. Alors que peut-être simplement elle m'a pas vu, ou bien on pourrait inventer n'importe quoi en réalité. Il y a toujours plein d'explications, même si notre cerveau est certain que l'interprétation qu'il fait est la bonne, c'est pas forcément le cas. Parce que quand notre cerveau n'est pas sûr, quand c'est ambigu, bah, il interprète. Il cherche à réduire cette ambiguïté et il le fait selon nos croyances préalables, nos opinions sur le sujet, notre personnalité, etc. Concrètement, ce ne serait pas vivable si on prenait le temps dans chaque situation d'interpréter, enfin, en tout cas d'imaginer toutes les solutions possibles, toutes les interprétations possibles. Franchement, on ne s'en sortirait pas. Donc, notre cerveau prend une décision dont on n'a pas conscience. Il choisit une interprétation et ça nous permet d'appréhender le monde un peu plus simplement, avec ce qu'on pense être logique, ce qu'on pense être évident. Sauf que, bien sûr, c'est pas toujours la réalité. Par contre, les émotions que je vais ressentir, les sensations que je vais ressentir quand j'interprète les choses de cette manière-là, elles sont bien réelles, je les ressens vraiment. Et ça, c'est vrai que j'ai une faible estime de moi ou pas. En réalité, on a tous ce fonctionnement-là. Le truc, c'est que quand j'ai une faible estime de moi, ben, j'ai plus tendance à interpréter les paroles, les réactions des autres, leurs comportements, comme étant critiques, comme un rejet, etc. Et ça, c'est super important de le comprendre, parce que certes, je ne maîtrise pas l'interprétation que mon cerveau choisit sur le coup, mais j'ai quand même ce pouvoir, quand je sens que j'ai une émotion vraiment désagréable, de me demander qu'est-ce que je suis en train de me dire? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je me dis? Le fait de prendre conscience des filtres à travers lesquels on voit la réalité, ça vous permet de prendre du recul sur ce que vous ressentez, de prendre du recul par rapport aux émotions et de les questionner un petit peu. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Est-ce que vraiment j'ai été critiquée? Est-ce que vraiment on m'a rejeté? Et de revenir aux faits objectifs. Qu'est-ce qui a vraiment été dit? Quels mots ont été employés? Est-ce que je suis pas en train de me faire un scénario catastrophe, de tirer des conclusions hâtives? Et ça, bien sûr, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que
Parfois, on croit dur comme fer à ce qu'on pense. Et c'est plus simple parce que si, encore une fois, si on était tout le temps en train de se remettre en question et de remettre en question nos pensées, ce serait fatigant. Et d'ailleurs, le fait, et ça c'est intéressant, les personnes qui manquent d'estime d'elles doutent beaucoup d'elles, mais par contre, quand elles croient qu'elles sont rejetées, qu'elles sont critiquées, qu'elles sont nulles, qu'elles sont pas capables, que vaut mieux pas tenter parce qu'elles vont échouer, elles y croient dur comme fer. Donc, les deux ne sont pas incompatibles. Alors, vous pouvez très bien douter de vous et ne pas douter de vos interprétations, mais essayez de douter un petit peu de vos interprétations. Et pour ça, ça peut être aussi utile d'en parler à quelqu'un. Moi, je vois souvent que c'est pas évident pour mes clientes d'adopter une nouvelle perspective, de voir les choses un peu différemment. Et quand je leur donne un indice, quand je leur dis est-ce que tu penses pas que peut-être c'est ce qu'elle a voulu dire ou que ton chef a fait ça mais c'est pas parce que il pense que t'es pas capable, c'est parce qu'il avait tel autre intérêt à le faire. Et souvent, je vois leur tête qui change et elles me répondent souvent ah mais j'avais pas vu ça comme ça. Donc le fait d'en parler à quelqu'un d'autre, ça peut vraiment aider à avoir un autre point de vue, à prendre du recul un petit peu sur tout ça, et ça peut être bien sûr un ou une coach, mais aussi un ou une amie, quelqu'un de proche, etc. Mais c'est pas toujours évident parce que parfois on a honte aussi de ces choses-là, donc c'est pas toujours simple. Une autre possibilité, pour vérifier vos interprétations et ne pas les laisser complètement dominer vos réactions et vos émotions, c'est d'aller vérifier, d'aller poser la question à la personne, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment dire? Essayez d'aller vérifier que votre interprétation est juste. Alors ça peut faire un peu peur parce qu'on se montre vulnérable, mais c'est essentiel parce que personne de mieux que la personne en elle-même ne peut vous dire ce qu'elle pense vraiment et quelles intentions elle a. Et c'est beaucoup mieux que de lui prêter des intentions que vous imaginez. Ensuite, troisième et avant-dernière clé que je veux vous partager aujourd'hui, c'est d'apprendre à identifier vos propres besoins et à les exprimer. Et je dis bien commencer par identifier vos besoins parce que si vous avez l'habitude de faire passer les autres en premier, ben c'est pas toujours évident d'identifier ce qu'on veut vraiment soi, de quoi on a besoin soi, parce qu'on n'a pas l'habitude de se poser la question. On n'a pas l'habitude, on a plutôt l'habitude de taire ce qu'on pense, de taire ce qu'on veut vraiment, de dire comme tu veux, et du coup, c'est pas toujours évident ensuite de se reconnecter à ses vraies envies. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est justement essayer de vous reconnecter à vos vraies envies, à vos besoins, à vos émotions. Dans un premier temps, à vous poser la question de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je ressens, et à donner de l'importance à ces réponses-là. Et puis ensuite, essayez petit à petit de les exprimer. Arrêtez de prendre sur soi, arrêtez de garder les choses, arrêtez de dire comme tu veux et d'exprimer ses envies, ses besoins, ses opinions que vous avez. Et je sais que c'est pas évident parce qu'il y a plein de peurs. On peut avoir peur de déranger, on peut avoir peur de prendre trop de place, on peut avoir peur de paraître égoïste, on peut avoir cette impression au fond, et ça c'est l'estime de soi qui nous fait dire ça, que finalement nos besoins sont pas si importants que ça. On peut avoir peur aussi de provoquer un conflit. Et toutes ces peurs-là, le seul moyen de les dépasser, c'est de passer à l'action. Donc je vous invite à essayer, juste pour voir, d'expérimenter, de tester. Ok, vous avez peur et essayez de commencer petit aussi avec des personnes avec lesquelles vous savez qu'elles sont quand même bienveillantes. Essayez de tester. Ok, j'ai peur que ça provoque un conflit ou je crains que euh, X ou Y chose se produise. Essayez. Juste faites-le une fois et puis regardez comment ça se passe. Et c'est le seul moyen pour que votre cerveau comprenne qu'en réalité, il n'y a peut-être rien à craindre. Par contre, effectivement, si l'autre en face n'accepte pas que vous existiez dans la relation, que vous exprimiez vos besoins, que vous soyez vous-même, c'est peut-être qu'il y a un problème. Et là, peut-être que ça sera judicieux de s'interroger si c'est une relation vraiment saine et si la personne vous respecte. En tout cas, en étant authentique, en partageant vos besoins, ce que vous ressentez, en donnant de la légitimité à vos envies, à vos sentiments, à vos valeurs à vous, à vos opinions, vous allez gagner en estime de vous. Parce que vous allez montrer à votre cerveau que vous êtes importante aussi. Et même si il va pas le comprendre en un jour, ça c'est sûr, mais il va finir par comprendre. Et vous allez pouvoir sortir de ce cercle vicieux qui vous maintient dans une faible estime de vous. Quatrième point, et le dernier que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est de dire les choses. C'est de ne pas attendre que les choses s'enveniment et de dire directement ce que vous pensez. Je sais que c'est pas évident, mais j'espère vous avoir montré aujourd'hui que le conflit n'est pas mauvais et qu'au contraire, un conflit sain va vous permettre de créer une relation plus forte et puis surtout plus saine, et que quand on résout les problèmes ensemble, on avance. Et donc ça, c'est le même fonctionnement que le point précédent, c'est qu'il faut tester. Tant que vous n'osez pas parce que vous avez peur du conflit, il n'y a pas de raison pour votre cerveau de penser que ça va aller et que ça va pas générer de conflit. Forcément, ça va entretenir la peur. Donc essayez, et vous allez peut-être pouvoir voir que effectivement, dire les choses ne mène pas forcément à un conflit, qu'au contraire, vous pouvez trouver des solutions satisfaisantes
que c'est même plutôt positif, que vous vous sentez fier de vous être affirmé, et puis surtout, vous allez pouvoir apprendre à gérer le conflit. Parce que souvent, on a peur du conflit parce qu'on a peur de ne pas savoir gérer, mais on ne peut pas apprendre à gérer si on s'y confronte pas petit à petit. Donc essayez, testez, et idem pour le fait d'apprendre à dire non, apprendre à poser vos limites. Et sur ça, je vous conseille l'épisode 14, 5 conseils pour oser dire non. Il y a aussi l'épisode 36, s'affirmer sans conflit. Important aussi, apprenez à faire la différence, les oiseaux sont en folie, apprenez à faire la différence entre être gentil, être sympa, être serviable et être un people pleaser. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un people pleaser? C'est quelqu'un qui veut faire toujours plaisir aux autres pour être apprécié. Et si vous faites quelque chose parce que vous avez peur de ne pas être aimé, que vous avez peur d'être rejeté, si vous dites non ou si vous entrez en contradiction, ben, il y a une forte chance que ce soit parce que vous êtes un people pleaser, ou en tout cas que vous avez le comportement d'un people pleaser dans cette situation. D'ailleurs, dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresserait pour ce podcast, si ça vous dirait que je fasse un épisode sur cette question-là. Et d'ailleurs, autre épisode du podcast que je vous suggère, c'est l'épisode, bien sûr, l'épisode 26, qui était pendant longtemps un des plus écoutés de tous les temps de J'ai peur donc j'y vais. C'est l'épisode 26 sur l'estime de soi, 8 habitudes à prendre pour l'améliorer. Et j'ai bien mis 8 habitudes parce que parfois on va faire des trucs extraordinaires pour changer alors que ça commence avec des petites habitudes. Et comme je vous disais, le fait de prendre conscience de vos interprétations, d'apprendre à dire non, de poser vos limites, tout ça, ce sont des petits changements au quotidien, mais qui vont vraiment changer les choses. Parce que clairement, l'estime de soi, c'est un gros travail, mais c'est carrément possible. N'essayez pas d'appliquer toutes les clés que je vous ai suggérées aujourd'hui en même temps. Essayez d'en choisir une chose, de vous focus là-dessus. Et allez vraiment étape par étape, vous allez voir que ça va déjà créer énormément de résultats. Et bien sûr, si vous voulez vous faire accompagner sur ces questions-là, vous le savez, j'en parle souvent de ce programme, je propose un accompagnement qui s'appelle Libre, et où justement je vous aide à comprendre tous ces mécanismes et à trouver les bons outils pour avancer, pour vous soutenir, pour justement faire pas à pas ces choses qui vous font peur, et puis pour construire une estime de vous qui soit saine et durablement surtout. Parce que c'est ça qui est important. Le but, c'est pas que vous ayez un boost d'estime de vous et puis que ça ne dure pas. Le but, c'est de construire quelque chose de solide. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien vers mon site internet et je vous mets également le lien vers mon calendrier pour réserver un appel découverte avec moi. C'est un appel de 30 minutes qui est offert pour justement faire un petit peu le point sur votre situation, sur vos problématiques, voir si je suis la bonne personne pour vous aider et vous pourrez ensuite décider tranquillement si vous souhaitez vous lancer ou pas dans cette aventure. Je vous mets tout ça dans la description de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire votre retour, ça me ferait super plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, peu importe quand vous m'écoutez, et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!